Le shutdown qui touche à sa fin, ça vous inspire, ça donne de l'oxygène au marché, on voit que ça marche quand même très très bien. Cela dit, est-ce qu'on est sorti d'affaire? A priori, on s'est mis à l'abri jusqu'à fin janvier, mais le sujet va revenir sur la table. Bon, l'hypothèque politique est toujours pas proprement partie du côté de Wall Street sur ce sujet. Gustave Sandben. On voit que dès qu'il y a un tout petit peu de bonnes nouvelles, on se rend compte que la semaine dernière était peut-être une respiration. Je crois que les futurs sont quand même très orientés à la hausse ce matin. Et effectivement, ces marchés restent sensibles à la moindre bonne nouvelle. Là, toutes les conditions sont réunies pour sortir de cette situation qui est devenue un peu gênante. Au début, on disait c'est normal, c'est fréquent, puis c'est long, puis c'est le record, puis c'est un peu gênant. Donc là, il faut en sortir. Il y a quand même 800 000 personnes qui n'ont pas été payées à peu près. Il y a quand même un certain nombre d'organisations d'État qui n'ont pas fonctionné. Je crois qu'on estime quand même à un point de PIB sur le quatrième trimestre les conséquences. Donc, ça devenait un peu encombrant. Ouais. Et bonne nouvelle, les marchés le saluent, tant mieux. Bon, très bien. Alors maintenant, des conséquences, il va quand même y en avoir. C'est pas n'importe quoi non plus. Tout ne va pas rentrer dans l'ordre d'un coup. On voit que notamment le secteur aérien du côté des États-Unis, qui est très très actif, qui a été véritablement, le point pivot de cette crise. Là, quand on a des autorités qui nous disent mais c'est effrayant, ça va être le chaos, la conséquence sur le trafic aérien va être extrêmement forte. Tout ça n'est pas balayé d'un coup de baguette magique. C'est plus compliqué que ça quand même. Ça va prendre probablement quelques jours. Là, on parle de 15 milliards d'impact par semaine, donc c'est quand même considérable. Évidemment, Donald Trump refuse de céder à ce qu'il appelle, lui, le chantage des démocrates à la Chambre des représentants. Il trouvera forcément un moyen de sauver la face, je pense, tout en faisant stopper le shutdown, parce que là, il pouvait plus se permettre de continuer, effectivement, comme tu le disais, Gustave, parce que dans les gens qui étaient impactés, il y avait sans doute aussi pas mal d'électeurs de Donald Trump. On voit qu'il a perdu les élections récentes. Quand il y en a eu, c'est plutôt les démocrates qui sont passés. Et donc, il n'a pas envie d'imposer ça aux gens. Il a d'ailleurs annoncé, si je dis pas de bêtises, une forme de dividende de $2000 par personne aux États-Unis grâce aux droits de douane. J'ai pas encore pu creuser ce qu'il entendait par là, mais c'est probablement une manière pour lui aussi de rattraper le coup, je dirais, vis-à-vis de la population. Parce qu'un shutdown de ce type-là, moi, l'inquiétude la plus importante que j'avais, c'est l'absence de statistiques économiques. Oui, l'absence de statistiques économiques sur la première économie du monde, ça c'est très problématique. Notamment les stats d'emploi. On a dû se contenter de l'enquête Challenger. Heureusement qu'elle était là. Heureusement qu'elle était là, l'enquête Challenger, parce que sinon, le risque, c'est quoi? C'est un réajustement brutal au moment où les statistiques sont publiées. Donc, a priori, ça va passer, mais ça, c'est ce qui m'inquiétait moi le plus et qui commençait à devenir problématique pour beaucoup d'investisseurs institutionnels aussi, je crois. Oui, d'autant que c'est un peu le résumé que vous en faites, Gustave, moi, que je trouve intéressant. C'est censé être le meilleur mois de l'année. Il démarre par la pire semaine. On est... Bon, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais le mois de novembre, historiquement, c'est le meilleur mois de l'année. Oui, on le dit souvent. Plus 1% pour le S&P 500 en moyenne, 59% des cas depuis 1927, il est positif. Pour le Nasdaq, c'est encore mieux, c'est 69% des cas et 2,46. Pour autant, effectivement, la semaine dernière, ce n'était pas exactement ce niveau de réjouissance. Je crois qu'on est autour de -4 sur le Nasdaq, avec surtout la valeur qui fait la pluie et le beau temps, Nvidia, bien sûr. qui est en retrait de manière assez importante, autour de -7% la semaine dernière. Et qui doit publier prochainement. Donc, et 19, doit publier prochainement. Ouais. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que du coup, ce mois-ci va être un mois qui déjoue les statistiques, c'est-à-dire un mauvais mois de novembre, ou est-ce que la semaine dernière était une forme de respiration? Il y a eu le narratif Bullia s'est accéléré, on en parle toutes les semaines et on a senti que ça s'intensifiait. Puis on a entendu tout et n'importe quoi, avec l'histoire des garanties du Trésor américain. On était vaguement inquiets en début de semaine, en se disant mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Exactement. Et sur des pans aussi cruciaux de l'économie, oui, ça plaisante pas. Donc en tout cas, il y avait quand même des patrons de banques importants, il y avait effectivement tout un tas de commentateurs qui commençaient à parler de cette Bullia comme manifeste. Ça a un petit peu dégonflé. Est-ce que c'est une respiration, justement, à l'issue de résultats qui ont été très bons, de performances qui ont été très bonnes, ou est-ce que c'est un très mauvais mois de novembre et c'est le début d'un retournement de cycle?
moi, j'aurais tendance à dire que les indicateurs que j'ai à ma disposition, en tout cas, me laissent penser que c'est plutôt une respiration, une prise de profit des investisseurs, qu'un choc à proprement parler, ne serait-ce que quand on regarde les liquidités ou les signaux que donne le marché à la moindre bonne nouvelle. On en parlait en introduction. Oui, bien sûr. Et d'autant que du côté des autorités monétaires et de la Fed en particulier, bon, il y a quand même des indices qui nous laissent à penser que, oui, côté liquidité, il n'y a pas grand-chose à craindre. En tout cas, pas de moment où ça va coincer. En fait, on a du mal à voir ce qui pourrait faire dérailler la machine économique. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un risque plus important sur la dette privée des entreprises américaines, c'est-à-dire la dette hors système bancaire, entre autres aux États-Unis. C'est vrai que le risque est plus élevé de ce côté-là, mais l'autre réalité, c'est aussi que les bonnes nouvelles, c'est-à-dire les faits positifs, s'enchaînent. Apaisement de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, libéralisation des échanges de terres rares encore la semaine dernière, des résultats d'entreprises exceptionnels au troisième trimestre, une économie américaine qui n'a pas eu de récession en sortie de cycle de taux, ce qui est extrêmement rare, entre autres grâce aux investissements dans l'IA. Donc le risque est où ? Le risque est sur les géants de l'IA qui ont fait des investissements colossaux, entre autres via des obligations, et qui pourraient voir ces investissements ne pas être profitables. C'est l'inquiétude principale, je pense, pour des Nvidia, pour des Microsoft, pour des OpenAI qui n'est pas coté encore, mais qui va représenter probablement une des plus grandes entreprises du monde quand elle sera cotée. Donc il y a ce risque-là sur la dette privée de ces entreprises-là. Mais le reste du flux de nouvelles a été positif. Moi, ce qui m'inquiétait, c'est qu'il n'y ait pas eu cette consolidation de 3, 4%, même 5%, même 10%, franchement. Quand on voit la performance qu'on a depuis le début de l'année, en année de sortie du cycle de taux, c'est très, très positif. Ça, c'est une réalité. Donc, j'observe que la semaine dernière, le patron d'NVIDIA a eu des propos plutôt rassurants quand il était à Taïwan sur la demande sur les nouvelles puces Blackwell qu'il sort là. Et donc, on attend évidemment 54 milliards de chiffre d'affaires chez Nvidia au T3, on saura le 19 novembre s'il y a ça. Puis la semaine dernière, ce qui s'est passé aussi, si je suis un peu taquin, c'est sans doute que pas mal de gérants institutionnels ont décidé d'être en vacances pendant 1 mois et demi désormais. C'est-à-dire qu'ils ont, en vendant la semaine dernière, verrouillé des performances qui leur permettront d'avoir sur l'année 2025 des très bonnes perfs. Et donc, c'est pas étonnant qu'après une ligne droite quasiment de l'ordre de 20% sur les marchés financiers, à part en France, on a l'exception financière française. Oh, bravo. C'est ça en fait ce qui s'est passé la semaine dernière. Maintenant, est-ce qu'il y a des risques importants qui pèsent sur les marchés financiers ? On a littéralement du mal à les voir actuellement. Moi, je regarderais du côté de l'emploi, parce qu'en 2026, on ne sait pas comment l'emploi va évoluer face à l'adoption de l'intelligence artificielle par les entreprises. Aujourd'hui, vous avez 10% des PME, 30% des grands groupes qui ont adopté l'intelligence artificielle. On peut imaginer que dans 6 à 12 mois, ce pourcentage soit beaucoup plus important, que donc ces entreprises aient des gains de productivité, ce qui serait positif pour les marchés. Mais s'il n'y a plus de consommateurs parce qu'il y a 30% de chômeurs, évidemment, ce ne sera pas la même mayonnaise. Et on l'a vu sur les chiffres de Challenger, sur les chiffres d'emploi, il y a quand même un nombre de destructions très, très important qui commence à se faire sentir. Et c'était un des points les plus intéressants, je trouve. Alors, je suis un peu geek là-dessus, mais de la conférence de presse de Jérôme Powell il y a 2-3 semaines, c'était un des points de discussion, je trouvais, les plus intéressants. Il disait, oui, il y a moins d'emplois créés aux États-Unis, mais il y en a moins besoin. Vieillissement de la population, stop de l'immigration, automatisation. Donc, est-ce que finalement, on ne va pas vers un monde où le vieillissement de la population et donc la réduction en valeur absolue du nombre de travailleurs, est-ce que la réduction du nombre de travailleurs, finalement, l'arrivée de l'IA n'est pas la réponse du système économique à ça ? Oui, qui se réajuste. Ouais. Gustave, il y a un autre facteur qu'il fallait suivre quand même la semaine dernière et qui n'était pas donné, c'était la remontée du dollar. On a le dollar qui a repris un petit peu de vigueur. Alors, est-ce que c'est un ajustement de marché qui correspond aussi à cette volonté qui est une reprise de souffle ? On a vu l'or réagir d'ailleurs, arrêter de monter frénétiquement et rester sur ses derniers acquis. Est-ce que c'était aussi là le chiffre à suivre, Gustave ? Je trouve, et au-delà de la remontée du dollar, c'est aussi la baisse de la volatilité du dollar. Ce qui se passe en novembre dernier, si on rembobine un petit peu,
l'exceptionnalisme américain s'étend à la devise. C'est-à-dire qu'il faut acheter les US au global, dollar compris, et donc tout le monde est bullish sur toutes les classes d'actifs. Et effectivement, on a une grosse surprise du coup au premier semestre, surtout pour nous Européens qui sommes donc libellés en euros, puisqu'on a un dollar qui dévisse complètement. Et donc, si vous regardez les marchés, vous dites « Oh, j'ai fait une super perf sur le S&P 500 ou le Nasdaq », ce n'est pas tout à fait ce que vous retrouvez dans vos placements, parce que vous avez cette notion de change qui a quand même un peu surpris tout le monde. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec les droits de douane, au même titre qu'il y a eu beaucoup de volatilité sur les equities, sur les actions, vous avez eu aussi beaucoup de volatilité sur la devise. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une respiration aussi de ce point de vue-là. Ça a été divisé par deux. Il y a un indice qui le mesure très bien, cette volatilité de la devise, qui a été donc divisé par deux récemment. Donc, on voit que les marchés commencent à se stabiliser. Ce que disait Mathias, c'est qu'il y a un peu plus de confiance quand même dans le cadre géopolitique mondial, les accords, les différents accords qui ont été mis en place. Et donc, on voit effectivement cette respiration au niveau de la volatilité. Et ça, c'est pour le coup un facteur de confiance dans l'investissement et dans le dollar qui est, à mon avis, très positif. Et en fait, du coup, ça fait tout simplement revenir les investisseurs vers la devise, ce qui l'apporte. Alors, effectivement, le dollar qui remonte. La Chine aussi, qui a l'air de bien repartir, à des points où on a quand même des gérants qui commencent à aller regarder de ce côté-là, à aller regarder du côté du marché chinois, marché qui paraissait très compliqué encore il y a quelques semaines à investir, marché qui il y a quelques mois paraissait encore ininvestissable même. Là, est-ce que les propos très fermes et très volontaires des grands de la high-tech chinoise ne sont pas en train d'avoir un effet un petit peu global sur l'ensemble de l'état d'esprit des investisseurs ? Ce qui est bien, c'est que dans les jours qui viennent, on va pouvoir savoir si c'est réel, c'est-à-dire s'il y a des résultats d'entreprise positifs ou si c'est juste un discours politique. Parce que en Chine, le problème qu'on a, c'est toujours le même, c'est celui de la transparence, de la réalité de l'économie liée au fait que les données publiques sont très probablement manipulées. Et donc, on a les résultats d'entreprise, au moins là, cette semaine. Je crois qu'il y a Alibaba, il y a Tencent et d'autres qui vont publier là dans les jours qui viennent. Donc, ça va être très intéressant. Après, on a sans doute du mal à lire le marché chinois de la même manière qu'on lit les marchés occidentaux, parce que tout simplement, le mode de fonctionnement de ce pays est très différent du nôtre. Et il y a quelques semaines, je crois que c'était il y a un mois ou deux, les dirigeants du pays se sont réunis pour mettre en place le plan d'action du pays économique pour les années qui viennent. Et la Chine fait face à des challenges colossaux, entre autres le vieillissement de la population, la crise immobilière et le surendettement, et semble se diriger vers un plan très ambitieux. Elle a les moyens de ses ambitions, elle a des réserves financières colossales, et donc la Chine est capable, si elle est bien organisée, de prendre une forme de leadership économique. Moi, il y a deux sujets qui m'intéressent beaucoup en Chine. C'est l'investissement dans les énergies renouvelables et de manière générale dans le secteur de l'énergie en Chine. Ils ont fait des promesses dingues en termes de verdissement de leur économie sur les 10 ans qui viennent. Avec déjà des résultats probants. Ils sont probablement capables de les tenir. Ce qui est pas formidable pour les individus, parce que beaucoup d'individus sont contraints du coup dans leur développement du fait de politiques très autoritaires. Mais au global, il y a des chances qu'ils puissent le tenir. L'autre secteur qui m'intéresse énormément, c'est le secteur de la robotique, tout simplement parce que la robotique, c'est l'arrivée de l'IA dans le monde réel, et là-dessus, les Chinois sont clairement en avance. Donc on aurait finalement un secteur de l'IA où le leadership serait américain, mais un secteur de la robotique où le leadership pourrait devenir chinois. Et là, c'est effectivement des entreprises qui peuvent potentiellement devenir considérablement grosses, tout simplement très vite. La carte macroéconomique est encore sur le point de changer. Ça nous avait manqué, ça. Mais mais très, très intéressant. Mathias Bacchino de Trade Republic, Gustave Sanden de Colbert. Merci d'avoir été avec nous pour déchiffrer encore une fois cette actualité passionnante du jour en termes